Alors, déjà, ce que j'aimerais vous dire dans ce live, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent être malheureuses en amour et que en fait c'est un fléau comme la peste en fait. Donc non, pas du tout. En fait, toutes vos relations ont un sens et une logique. Et je ne vais pas vous raconter ce que je vous raconte ce soir parce que c'est ce que la psychologie dit ou certains psychologues le disent, c'est que j'ai pu le vérifier dans mon cabinet de consultation. Donc en fait, clairement, si vous avez des relations amoureuses qui se passent à peu près toujours de la même façon, ou en tout cas avec des similitudes, et que ça se solde systématiquement par un échec, ou par un rejet, ou par ce que vous ressentez comme un abandon, ou euh, que à chaque fois vous êtes attiré par des personnes qui ne sont pas disponibles, d'accord? Tout ça, ça a un sens en fait. C'est pas oh ben mince, moi je tombe toujours sur des hommes mariés en fait. Non, d'accord? Peut-être que, et sûrement d'ailleurs, vous ne le faites pas consciemment, mais il y a toujours une explication, et cette explication, elle se trouve dans votre construction relationnelle. Elle se trouve dans votre enfance et dans vos blessures d'enfance qui ne sont pas soignées, comme on va le voir ce soir. D'où l'importance d'aller soigner ces blessures d'enfance, je ne le dirai jamais assez. D'ailleurs, je pense que si les gens comprenaient vraiment l'ampleur des dégâts que faisaient leurs blessures d'enfance qui ne sont pas soignées, en fait, ils courraient chez le psy et ils se battraient pour rentrer le premier. Ça, c'est clair et net. Parce que quand on est vraiment au courant, en fait, mais on se dit, mais attends, mais en fait, ma vie changerait totalement. Bref. Ok. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas répondre spécifiquement à chaque personne qui est là ce soir et qui est dans cette situation-là avec des problèmes relationnels, etc. Puisque, en fait, l'explication de pourquoi vous êtes dans cette situation, elle est unique à vous. Elle est exactement en lien avec votre histoire à vous, avec des mécanismes particuliers liés à votre histoire, d'accord? Donc, je vais présenter le cas d'une dame qui vient me voir et qui est dans ce cas-là. Et on va voir tous les liens avec son enfance et pourquoi c'est important de connaître tous les liens avec son enfance. En fait, de connaître les liens pour connaître les liens, on s'en fiche, on est d'accord. Ce qui est important, c'est de comprendre tous ces mécanismes parce que si en thérapie, vous soignez la blessure émotionnelle qui se cache derrière le comportement, et bien en fait le comportement s'arrête. Donc si par exemple vous soignez une blessure de rejet dans votre enfance, vous allez arrêter de systématiquement être rejeté par les hommes dans votre vie. En fait, voilà, c'est logique et c'est un côté, c'est vrai, un peu magique. Donc non pas la thérapie, hein, la thérapie c'est très logique, voilà, c'est même très difficile souvent. Mais après, en fait, les choses arrêtent comme par magie de se produire dans votre vie. Ok? Voilà. Ceci étant dit. Euh, Donc d'abord, je vais vous présenter la vie de cette dame. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai à la fin si j'ai le temps. Je vais vous présenter la vie de cette dame et après on verra tous les mécanismes qui découlent de son histoire. Et il faudra que je vous explique 2-3 trucs en plus. Ok. Alors, son histoire est la suivante. C'est une dame qui, quand elle est venue me voir en thérapie, elle savait qu'elle avait été humiliée toute son enfance et toute sa vie par sa mère. Mais elle avait quand même une image idéalisée de sa mère, ce qui arrive souvent. C'est-à-dire que oui, elle m'humilie, etc. Mais elle considérait que c'était parce qu'elle, elle n'était pas assez bien. Ok. Et elle a découvert au cours de sa thérapie que elle a été violée par son père quand elle était petite. Elle avait, donc ça elle l'avait totalement occulté, et elle avait en conscience qu'elle avait été abusée par son frère. Ils dormaient ensemble et voilà, il la touchait notamment pendant la nuit. Voilà, sachant qu'il y a de nombreux hommes de son enfance qui ont abusé d'elle. Et en fait, elle explique qu'il lui donnait beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'il jouait beaucoup avec elle, il la regardait beaucoup.
D'accord? Donc ça, c'est important pour la suite de l'histoire que vous sachiez ça. Ok? Voilà. Et donc son frère, en fait, quand elle était toute petite, il était tout le temps avec elle, il la regardait, il jouait beaucoup avec elle, il la prenait sur ses genoux pour la frotter contre ses genoux. Voilà. Et du jour au lendemain, il s'est mis à la mépriser, à la rejeter complètement. Ça, si, c'est important pour la suite de l'histoire. À la traiter comme si elle était moins que rien. Elle s'est dit que c'était elle le problème. Okay, et elle a passé une bonne partie de son enfance, du coup, à essayer d'être aimée par sa mère et essayer d'être de nouveau acceptée par son frère, sachant que elle avait eu la sensation qu'il l'avait complètement valorisée quand elle était petite et que d'un coup d'un seul, il l'avait totalement rejetée. Elle n'avait pas compris. D'accord? Alors, une petite précision quand même avant d'aller plus loin dans ce live. Je n'ai pas tout mis de son histoire parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus complexes et j'y reviendrai peut-être dans un autre live. Notamment par rapport au viol qu'elle a subi et aux réactions du coup qu'elle a eues en tant que petite fille en réaction à ces viols. Mais ce que je veux dire là, c'est que il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles ou voire beaucoup difficiles d'entendre pour certaines personnes, donc sachez-le, notamment en termes d'abus sexuels et de viol. Voilà. Ok. Et donc cette femme-là a été pendant toute sa vie attirée par des hommes qui se sont pas intéressés à elle, ou alors au début ils s'intéressent à elle et après hop plus rien, d'accord, comme si elle n'existait pas, comme si il y avait aucune connexion, donc elle se sent toujours rejetée. Et c'est toujours le même schéma en fait. Après elle insiste, elle leur court après, ce qui bien sûr les fait fuir. Voilà. Alors cette dame-là a énormément l'habitude de travailler avec moi. Donc elle sait exactement comment faire parce que si vous voulez, c'est comme si les gens quand ils venaient me voir, ils avaient une boîte avec tous les événements digérés et toutes les émotions non digérées, pardon, et toutes les émotions non digérées qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et en fait, au fur et à mesure de la thérapie, on vide la boîte des blessures émotionnelles et du coup on sort toutes les émotions au fur et à mesure. Ok. Et en fait, d'une séance à l'autre, si par exemple la blessure à traiter qui est en haut de la pile, c'est la blessure de rejet, et bien en fait dans votre vie, peu importe pourquoi, vous allez vous sentir régulièrement rejeté. Ça veut dire qu'il y a une blessure de rejet à travailler. Ok. Une fois que celle-ci elle est travaillée, hop, il y en a une autre qui apparaît. Et du coup, dans votre vie, vous allez arrêter de vous sentir rejeté, vous allez vous sentir pas aimé. Ou alors, vous allez avoir l'impression que, je sais pas moi, tout le monde vous ignore autour de vous. Eh bien, ça veut dire qu'il faut travailler un événement où vous avez été réellement ignoré et où cette blessure reste. Donc, si vous voulez, cette femme-là, elle est extrêmement habituée à travailler avec moi parce que ça fait un moment qu'elle est en thérapie, parce qu'il y a beaucoup de choses à soigner. Et notamment de nombreux traumatismes enfouis. Et donc, là, ce que je vais vous raconter, c'est à chaque fois, elle va faire le lien entre ce qu'elle vit aujourd'hui et à quoi ça la ramène dans son enfance. Et en soignant et en verbalisant son ressenti de petite fille et en le libérant, et bien comme par magie, à la séance d'après, elle arrête, enfin, entre cette séance et la séance d'après, en fait, elle arrête de se sentir de la manière dont elle se sentait avant la séance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est comme ça qu'on va avancer dans le travail sur elle. Et vous allez voir qu'il y a des changements dans son rapport, justement, à l'homme par lequel elle est attirée. Donc, en plus, j'adore parce que c'est un peu caricatural. Ok. Donc, elle arrive lors d'une séance et elle me dit... il y a un videur de boîte de nuit, il est trop beau, il est trop musclé, et du coup j'en peux plus, je suis complètement attirée par lui, mais je sens que c'est totalement obsessionnel et qu'il y a un truc qui cloche. En plus, il est marié, donc je veux dire, a priori c'est pas du tout un mec pour moi, etc. Mais je sens que je suis comme obsédée par lui. Ok. Donc, voilà, elle me dit ça, elle me dit je sais que c'est n'importe quoi d'être attirée par lui. Ok. Et donc moi ce que je vais chercher là en tant que thérapeute, c'est qu'est-ce qu'elle voit chez ce mec-là
qui l'obsède à ce point-là parce qu'elle sent que cette obsession est totalement pathologique. Donc ça veut dire que ce qu'elle attend, ça a à voir avec son enfance. Donc je lui demande du coup ce qu'elle attend chez ce mec-là. Et donc elle me dit, en fait, ce que j'adore, c'est ses bras musclés, il pourra me serrer dans ses bras, du coup je me sentirai toute petite, il pourra voilà, m'envelopper dans ses grands bras, etc. Donc moi je l'invite à se connecter à cette sensation-là, comme s'il l'enveloppe dans ses grands bras, etc. Et du coup ça la renvoie très rapidement au fait que en fait, elle prend conscience que bébé, sa maman, elle l'a prise dans ses grands bras dans lesquels elle se sentait toute petite. Vous voyez les similitudes, c'est hallucinant. Et du coup, elle me dit, mais en fait, quand j'ai grandi, parce que j'en ai eu de cet amour de ma mère quand j'étais bébé, sauf qu'en fait, quand j'ai grandi, elle a arrêté de m'aimer, ma mère, elle a arrêté de me faire des câlins. Et du coup, j'ai passé toute ma vie à attendre que ça revienne de nouveau de la part de ma mère. D'accord ? J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour de nouveau avoir les câlins, l'attention et l'amour de ma mère. Sauf que ça n'a jamais marché. Et donc, après, ça c'était à une autre séance, elle fait en fait la similitude. Elle me dit, mais en fait, il est comme ma mère. Il est impressionnant, il est charismatique, il est imposant et il fait peur. Et elle sent que c'est ça qui l'attire. Hallucinant quand même. Et elle dit, moi je l'ai choisi les hommes, toujours fermés, inaccessibles, durs, avec une carapace, exactement comme ma mère. Parce que je me dis, donc avec les hommes, vous voyez la similitude à chaque fois c'est comme ça, avec les hommes je me dis que, en fait, moi je sais que sous cette carapace, il y a beaucoup de tendresse et que je vais faire fondre cette carapace. Pourquoi elle pense que derrière cette carapace, il y a de la tendresse? Elle dit, mais parce qu'en fait, ma mère, quand j'ai grandi, elle était extrêmement dure, elle avait une carapace, elle était totalement fermée. Mais moi, je savais, dans mon cœur de bébé, qu'il y avait de la tendresse à l'intérieur d'elle. C'est pour ça que j'ai cherché toute ma vie à faire que les gens durs et fermés, en fait, m'aiment. Et pourquoi j'ai été attirée par ces personnes-là. Vous voyez ? Voilà. Donc je recherche je recherche cette tendresse-là chez les hommes, cette chaleur-là des hommes a priori qui ne sont pas des tendres. D'accord? Donc exactement comme sa mère. Me sentir comme bébé, protégée, toute petite dans leurs bras. J'ai passé mon enfance à essayer de retrouver l'amour de ma mère. J'ai tout fait pour qu'elle m'aime de nouveau. Et c'est ancré dans mes cellules qu'il faut que je cours après l'autre pour avoir son amour. Puisque c'est ce que j'ai fait avec mon frère et ma mère. Je ne sais pas faire autrement. Donc c'est logique que dans ma vie d'adulte, je ne vais pas choisir quelqu'un de disponible, sinon je ne peux pas courir après. D'accord? C'est comme si, voilà, elle a appris un schéma enfant, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui t'a donné de l'amour, après, t'en as plus eu, c'est quelqu'un de fermé, et en fait, tu cours après toute ta vie pour essayer de te refaire aimer par cette personne-là précisément qui est fermée. Et du coup, c'est exactement ce qu'elle a reproduit systématiquement avec les hommes. En allant chercher des gros durs qui, a priori, étaient fermés et n'aimaient personne pour que eux, spécifiquement, ils l'aiment elle. D'accord ? Voilà, donc c'est pour ça que je m'intéresse aux hommes mariés ou inaccessibles. Alors, vous allez voir, ça continue hallucinant. Donc, elle a discuté avec ses copines et elle a entendu que ce monsieur-là, en effet, trompait sa femme avec d'autres femmes. Et donc, elle a entendu dire que avec les femmes avec qui il couchait, il n'embrassait pas sur la bouche. Okay? Et donc, elle dit, s'il ne m'embrasse pas sur la bouche, je me sentirais, si je couche avec lui, utilisé, rabaissé, un bout de viande, nul, rien du tout. Mais malgré ce manque de respect, je sens que je voudrais quand même coucher avec lui. Et là, elle dit, non mais c'est pas possible de pas se respecter à ce point-là, en parlant d'elle-même, d'accord ? Donc elle comprend pas, mais comment ça se fait que je voudrais coucher avec lui alors que elle a entendu dire que voilà, qu'il n'était pas forcément dans le partage, la douceur et le respect vis-à-vis de ses partenaires extra-conjugaux. Donc voici la raison.
écoutez, hein. Par rapport à son enfance, du coup, de pourquoi, même si tu me respectes pas, je viens de coucher avec toi. Regardez pourquoi. Malgré le manque de respect quotidien de ma mère, je continuais de courir après son amour. Je lui laissais le droit de me manquer de respect, tellement je voulais qu'elle m'aime, tellement je me sentais délaissée. Si pour avoir une connexion avec elle, il faut qu'elle me manque de respect, eh ben c'est ok. Son manque de respect, ses humiliations, c'était ma seule connexion avec elle. Et avec les hommes, c'est pareil. Si pour avoir une connexion avec toi, tu dois me manquer de respect, c'est ok, vas-y. Vous vous rendez compte? Donc, à cause de ses blessures d'enfance pas soignées, et bien du coup, elle accepte dans ses relations ce qu'elle considère, et voilà, chacun jugera, comme un manque de respect. Enfin, chacun aura son propre avis, je veux dire. Ok. Donc, dans le présent, elle lui envoie des textos à ce monsieur-là. Il lui répond parfois, mais rarement. Du coup, elle en souffre. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est super. C'est que avec cette femme-là, elle sait en fait que toutes les situations qui se présentent et qui la font souffrir dans son présent, elle sait que ça vient reproduire quelque chose. Donc, elle est très alerte à comment elle se sent pour essayer de comprendre, essayer de ressentir ce à quoi ça la ramène dans son enfance. Donc, elle en souffre du coup qu'ils lui répondent pas. Donc je lui demande du coup de me dire comment elle se sent, puisque je sais que comment elle se sent, ça va la ramener au bon endroit dans son enfance. Donc je me sens ignorée, pas à la hauteur. Exactement comme je me sentais avec ma mère. J'ai beau faire tout ce que je peux, elle m'ignore. Donc comme lui, il l'ignore, avec ses textos. J'ai envie de la supplier. Maman, s'il te plaît, regarde-moi. Fais attention à moi. Parfois, elle m'ignorait pendant des jours. Exactement comme lui, qui ne m'envoie pas de texto pendant des jours. Comme si je n'existais pas. Ma mère ne s'intéressait pas à la personne que je suis, comme lui. Parce que lui, à chaque fois qu'elle lui envoie des messages, il ne relance pas les conversations, en fait. Donc elle sent qu'il n'est pas du tout intéressé par un lien humain, en fait. Voilà, il n'est pas du tout intéressé par ça, alors que elle, c'est ce qu'elle voudrait avec lui, en fait. Voilà, un lien humain. Et donc voilà, elle prend conscience que sa mère s'intéressait pas à la personne qu'elle était. Je me disais exactement pour elle, comme ce que je me dis pour lui. Exactement, ça doit être formidable d'être aimé par elle, par sa mère. Elle est parfaite. Si une personne comme elle m'aime, ça voudra dire que je suis géniale. Elle n'aime personne, exactement comme le videur. En tout cas, c'est la sensation qu'elle a. Donc si elle m'aime, c'est que je dois être formidable. D'accord? Donc là, on voit que sa valeur, en fait, dépend de l'amour que l'autre lui porte. Donc, enfant, étant donné que sa mère la rabaissait en permanence, elle se sentait nulle. Et en plus, sa mère, en fait, elle la voyait comme quelqu'un de totalement parfaite. Pourquoi? Parce que, donc ça, c'est ce dont elle a pris conscience, hein, c'est pas moi qui le dis. Personne ne la contredisait dans la famille, sa mère. Donc ça lui faisait dire en tant que petite fille qu'elle doit être parfaite, elle. Quand elle organisait quelque chose, c'est vrai que ça se passait bien, donc elle faisait pas d'erreur. Et puis elle explique que vraiment sa mère a une manière de poser les choses et de poser ce qu'elle pense comme des vérités que, voilà, en tant que petite fille, elle pensait totalement que sa mère était parfaite. Et elle a exactement la même vision idéalisée de cet homme-là. D'accord? Donc là, on voit comment les deux collent. Et donc elle se dit, pareil, elle se dit, mais en fait, voilà, si je suis aimée par lui, en fait, il est tellement parfait que je serais géniale. Okay, sauf que regardez, si, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on est en train de faire, si on soigne sa blessure d'enfance, c'est-à-dire que si on l'aide à comprendre que peu importe si sa mère l'aimait ou pas, elle était géniale, ce serait ça en fait, soigner sa blessure d'enfance, et ça on sait très bien le faire. Eh bien elle va avoir la croyance profonde, non pas qu'elle est nulle, comme lui ont fait croire les critiques de sa mère, mais qu'elle est géniale, et bien du coup elle aura confiance en elle, et en fait, elle s'en fichera de si
de sortir avec une personne qu'elle considère parfaite ou pas, puisqu'elle n'aura pas besoin d'être avec quelqu'un qu'elle considère extraordinaire pour sentir avoir de la valeur. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'elle va, par exemple, se détacher de ce genre de personne. Voilà. Et donc là, à cette séance-là, du coup, à la fin, elle prend conscience que voilà, ma mère ne m'a jamais aimée. Je lui trouvais toujours des excuses parce que ce n'était pas possible pour moi, qu'elle ne m'aime pas. Mais elle ne m'aime pas, c'est ça la vérité. Sachant que, malgré le fait que le videur ne lui envoyait pas de message, ne s'intéressait pas à elle, en fait, pour elle, c'était inacceptable, impossible que il ne l'aimait pas. D'accord? Elle se mentait clairement à elle-même. Et pourquoi on se ment à soi-même en tant qu'adulte? C'est parce que, et en se disant que oui, un tel m'aime, etc., c'est parce qu'on n'a pas regardé en face des réalités de notre enfance. Donc là, le fait qu'elle accepte justement le fait que sa mère ne l'aimait pas, et bien du coup, ça va lui permettre, et d'ailleurs ça lui a permis avec d'autres acceptations, voilà, de regarder la réalité en face, que ce monsieur-là ne l'aimait pas. Il était peut-être intéressé par quelque chose vis-à-vis d'elle, mais il ne l'aimait pas profondément. D'accord? Donc alors vous allez voir, hein, ce videur justement dans les séances suivantes joue parfois le rôle du père, parfois le rôle de la mère, parfois le rôle du frère, etc. Ok. Donc là, dans la séance suivante, on passe à une autre couche traumatique. Donc, elle explique en fait que quand elle était petite, elle a des images en fait où elle voit plusieurs hommes la regarder, en fait lui porter attention, la regarder fixement, avec des regards très insistants. Et en fait, elle se rend compte à l'âge adulte que en fait c'était des regards pervers en fait. Mais petite, j'ai pris ces regards pour de l'attention, pour de l'amour, pour de l'intérêt. Donc, aujourd'hui encore, elle prend les regards de désir d'un homme pour de l'amour. Vous voyez, vu qu'elle a confondu désir pervers et incestueux pour son père et son frère, elle a confondu ça avec de l'amour, bah en fait, aujourd'hui, elle fait pareil. C'est-à-dire que un homme la regarde en désirant son corps de manière plus ou moins saine, et elle pense que c'est de l'amour et qu'il l'aime. Vous voyez? Et donc, là, ce que ces séances lui permettent, justement, c'est de faire la différence, maintenant, en tant qu'adulte, de se rendre compte qu'en fait, il y a une confusion quand elle était petite, il y a eu un mélange quand elle était petite, pour bien séparer les choses, et pour qu'aujourd'hui, eh bien, elle reconnaisse ce qu'est un regard de désir sain, de désir malsain, de désir pervers, et un regard d'amour. D'accord? Parce que les choses ont été mélangées petites. Voilà, donc aujourd'hui, elle prend le regard de désir d'un homme pour de l'amour. Pour un réel intérêt, alors que non. C'est pour ça qu'en fait, elle comprend pas. Et du coup, elle est déçue, elle se dit, mais attends, je comprends pas comment ça se fait qu'il s'intéresse pas à moi, alors que je l'ai vu, il m'aimait. Vous voyez? Alors qu'elle n'a pas vu qu'il l'aimait, elle a vu le regard. Voilà. Donc elle pense beaucoup que voilà, les hommes, ils veulent une histoire avec elle, alors qu'en fait, ils veulent que son corps et parfois de manière irrespectueuse. Et donc elle raconte que ces hommes, du coup, plusieurs hommes qui la regardaient comme ça, et qui ne faisaient pas que la regarder d'ailleurs, mais du coup, elle, il y avait cet aspect spécifique d'attention et d'intérêt des hommes, non pas le côté abus et viol, mais le côté vraiment regard et attention, parce que ça c'est très important pour un enfant, et bien ça c'était positif en fait pour elle. Donc elle explique que quand j'ai grandi, en fait, j'ai arrêté de les intéresser. Oui, parce que son corps, voilà, étant donné que c'était des pédophiles, eh bien, il n'était plus intéressé, en l'occurrence, par son corps. Donc en fait, quand elle a grandi, elle a arrêté de les intéresser. Mais sauf que elle pensait que c'était arrêter de les intéresser de la bonne manière, de manière positive, alors qu'en fait, ils ont perdu leur intérêt pervers vis-à-vis d'elle, en fait, d'accord. Donc j'ai beaucoup souffert de cette absence totale de ce qu'elle prenait pour de l'amour et de l'intérêt et de la considération.
D'accord. Et donc là, elle prend conscience, elle dit, mais c'est pour ça que je me comporte comme une petite fille auprès de tous ces hommes. Et elle sent, en fait. Elle sent que dès qu'elle est auprès de ce genre de personnes, notamment auprès du videur, là, elle me dit, mais c'est comme si je parle comme une petite fille, je sens que je suis un peu perdue, je sens que je suis pas femme, en fait, à ce moment-là. Mais en fait, c'est parce que, à l'intérieur de moi, en fait, je pense que je n'intéresse les hommes que quand je suis petite. Bah oui, puisque les hommes qui s'intéressaient à elle quand elle était petite, en fait, enfin, ne se sont intéressés, entre mille guillemets, à elle, en tout cas, c'est ce qu'elle pensait, qu'ils s'intéressaient à elle, que quand elle était petite, en fait. Vous voyez? Voilà. Et donc, elle comprend aussi, mais elle dit, mais c'est pour ça que j'insiste autant auprès des hommes qui ne veulent pas de moi. Parce que, en fait, quand j'étais petite, c'était trop bizarre parce que, voilà, quand j'étais toute petite, ils me regardaient fixement, ils faisaient tout ce que je demandais, ils jouaient avec moi. Et quand j'ai grandi, en fait, ils m'ont tous repoussée. Donc, en fait, j'ai pas compris. Donc, au début, je me suis dit, mais en fait, ils doivent pas me reconnaître, en fait. C'est pour ça qu'ils m'ignorent. Ils m'ont pas bien vue, en fait. Donc, je vais insister. Peut-être ils font exprès. Peut-être ils font exprès pour que je leur montre vraiment l'envie que j'ai de jouer avec eux. Voilà. De jouer normalement avec eux. Et bah donc elle s'est dit, bah pas de problème, je vais me mettre à plat ventre. Euh, voilà, je vais insister, insister, insister. Et elle dit, en fait, c'est pour ça. C'est ce qui s'est produit dans mes relations amoureuses, dans toutes mes relations amoureuses, en fait. Je vais te montrer que tu me plais, si c'est ça dont tu as besoin. Je vais attendre, insister. Voilà. Puisque, en fait, c'est ce qu'elle a fait pendant toute son enfance. Et voilà. Donc, en fait, elle fait pareil dans ses relations adultes. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Parce qu'en fait, petite, elle n'a pas compris, en fait. Elle s'est dit, mais attends, ils étaient tous comme ça à me regarder, et là, du jour au lendemain, donc en fait, non, il y a un problème, en fait. Ça va arriver, en fait, ça va revenir. Et donc, elle prend conscience, en fait, ils ne m'ont jamais aimée. En fait, ce que j'ai vu dans leur regard, c'était leur désir sexuel pervers. Moi, petite, j'ai confondu ça avec de l'amour. Mais c'est faux depuis le départ. Ils m'ont surtout utilisé. J'ai pris pour de l'amour des regards de prédateurs, comme aujourd'hui. Ah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Elle prend des regards de prédateurs pour de l'amour. Et elle le dit, hein. Et moi, j'ai l'impression que voilà, ils me regardent, ils sont amoureux de moi. Et donc, on voit comment, petite, elle a vu les choses d'une certaine façon. Elle a pris ça pour de l'amour. En tout cas, leur regard pervers. Et en fait, là, elle se rend compte que pas du tout. Donc elle explique, le videur, toujours, que dans ses textos, il reste basique, qu'il ne veut pas créer de lien humain avec moi. En fait, il s'en fout royalement de moi. Donc là, vous voyez, il y a un changement, elle commence à prendre conscience de la réalité des choses. Mais pourtant, j'ai vu qu'il ne s'en foutait pas, puisqu'il me regardait. Là, vous voyez, elle fait encore un petit peu la confusion. Moi, j'ai besoin... Regardez. Moi, j'ai besoin de lui pour vivre, mais lui, il s'en fout. Donc là, elle prend conscience qu'elle est en train de parler de son père, parce qu'à chaque fois c'est comme ça en fait. En fait, les gens dans votre vie ne sont que des reproductions. Alors, ils ne sont pas que des reproductions, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur de vous, en fait, euh, ils vont reproduire le rôle des personnes, notamment qui vous ont blessé de manière volontaire ou pas quand vous étiez enfant. Ok, donc elle dit, mais moi j'ai besoin de vivre pour lui, mais lui il s'en fout. Je suis choquée, je tombe à la renverse qu'il ne m'aime pas. Qu'il n'ait pas besoin de moi, alors que moi j'ai besoin de lui. Donc là, elle prend conscience qu'elle parle de son père, donc elle verbalise sur son père, pour justement libérer ça et que ça arrête, qu'elle arrête d'être autant obsédée par cet homme qu'elle ne connaît même pas d'ailleurs, pas beaucoup. Mon père, ça a duré longtemps, qu'il m'a fait croire qu'il m'aimait. Je pensais qu'il était fou de moi. Qu'il ne m'aime pas, ça fout une grosse claque dans la gueule, ça fout tous mes repères en l'air.
comment j'ai pu me tromper à ce point, ne pas voir. Donc ça, c'est ses prises de conscience en séance. Je l'ai bien vu qu'il était gentil avec moi, qu'il ne me disait jamais non, que l'on rigolait ensemble, qu'il me regardait fixement. Mais c'est quoi alors ça, si c'est pas de l'amour? Ça veut dire que des gens peuvent être gentils avec toi et ne pas t'aimer. Ce qui me choque, c'est que j'ai cru qu'il m'aimait alors qu'en fait non. Comment on peut faire semblant d'aimer quelqu'un alors qu'en fait non? Parce que s'il m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas violée. Et donc elle explique, elle dit mais en fait adulte, parce qu'elle rigolait beaucoup avec son père. Elle dit mais c'est incroyable parce que adulte, si un homme rigole bien avec moi, et ben je me dis ah yes, c'est bon, il est amoureux. Vous voyez la logique? En fait, donc elle dit mais en fait mon père, au début elle se dit mais attends, c'est forcément de l'amour s'il rigolait avec moi. Et elle réfléchit du coup avec son cerveau d'adulte et elle se dit mais en fait non, il rigolait avec moi parce que c'était drôle juste. Il me disait toujours non parce qu'il est passif, c'est dans son caractère, et il dit jamais non aux gens. Il fait plein de choses, il a toujours fait plein de choses pour moi. Donc ça, elle se disait que c'était de l'amour, mais en fait, pareil, avec sa réflexion d'adulte, elle se dit, mais attends, en fait, non, il faisait plein de choses pour moi parce que c'est ma mère qui lui dictait de les faire, en fait, donc, et qu'il obéissait à ma mère, donc voilà. Et elle dit, bah oui, mais en fait, mais il me regardait, il me regardait. Et donc là, elle se penche sur les regards, mais elle dit, mais en fait, ses regards, il y avait un truc qui clochait dans ses regards, en fait, parce qu'il buguait sur moi comme ça, il me fixait comme ça, et en fait, elle, elle, elle prend conscience qu'en fait, ses regards étaient malsains, et elle dit même, en fait, c'était un regard incestueux, et moi, j'ai pris ça pour de l'amour. Je me suis bien fait avoir par lui, tout gentil, tout cela, mais en fait, c'est lui qui me l'a fait le plus à l'envers. Tu lui donnes le bon Dieu sans concession, il est compréhensif, etc., etc. Il y a de quoi se perdre, surtout en tant que petite fille. Il y a de quoi être déglinguée à l'âge adulte. C'est la plus grosse trahison. Il s'est bien foutu de moi. Ça explique pourquoi les mecs se sont tellement foutus de ma gueule adulte. Donc là, on parle d'une femme qui avait absolument... Enfin, elle n'avait pas tout occulté parce qu'elle se souvenait des abus sexuels de la part de son frère, mais de son père, elle avait tout effacé de sa mémoire. Et vous voyez comment tout s'explique quand on va chercher ses traumas enfouis. Donc elle dit, voilà, ça explique pourquoi les mecs se sont tellement foutus de ma gueule adulte. Un regard, et j'y croyais. Donc là, vous voyez, il y a eu un travail d'acceptation que son père l'aime pas. Et après cette séance-là, du coup, elle a accepté que, en effet, le videur ne l'aimait pas non plus. Voyez. Tant qu'elle se disait que son père l'aimait, alors que c'était faux, et bien du coup, elle se disait que des hommes dans sa vie d'adulte l'aimaient alors que c'était faux. Et si elle accepte que son père ne l'aime pas dans son enfance, et bien du coup, elle va regarder les choses telles qu'elles sont dans la vie d'adulte et arrêter de se prendre des murs en pleine figure, bien sûr. Et donc là, elle rajoute, en fait, tout part de ma mère. Parce que si elle avait été aimante, je ne serais pas tombée dans les filets de ces pervers. J'étais tellement fragile du fait du manque d'amour de ma mère que dès que l'on m'a donné un petit quelque chose, un peu d'attention, je m'y suis accrochée. Et du coup, j'étais tellement comblée que je ne pouvais plus m'en passer et j'ai cru que c'était de l'amour. Et en grandissant, plus personne ne m'a calculé. Voilà. Et du coup, voilà, là aussi on se rend compte comment c'est important en tant que parent de valoriser, de donner de l'attention, du temps, de l'affection à ses enfants. En fait, c'est à les protéger en fait. D'accord? Alors qu'on verrait peut-être pas le lien direct de les protéger de personnes qui pourraient leur faire du mal, mais là on voit bien en fait le lien. D'accord? C'est-à-dire qu'elle dit, mais voilà, si j'avais été remplie d'amour par ma maman, si j'avais été valorisée, si j'avais été aimée, en fait, j'aurais pas été aussi fragile, j'aurais pas été aussi en manque dans mon cœur de petite fille, donc je serais pas tombée dans le panneau de pervers qui me regardaient et j'ai pris ça pour de l'amour parce que j'avais tellement besoin d'attention que, vous voyez. Voilà.
Donc voilà, avec l'acceptation que ce qu'elle avait pris pour des regards d'amour quand elle était petite, elle s'est rendue compte aussi que... Donc ce qu'elle avait pris pour des regards d'amour n'en était pas, elle s'est rendue compte que adulte, c'était pas des regards d'amour. Et donc, elle s'est rendue... Donc avec l'acceptation que son père ne l'aimait pas, elle l'a accepté et elle s'est rendue compte naturellement que ce videur ne l'aimait pas. Et aussi, ça lui a permis de se rendre compte qu'en fait, elle était obsédée par... Elle avait été obsédée, parce que là, elle l'est plus, obsédée par lui, parce que... mais qu'elle ne l'aimait pas, alors qu'elle, elle pensait qu'elle l'aimait. Alors qu'en fait, non. Donc on a aussi pu faire la distinction entre l'obsession et l'amour. Donc du coup, ça lui a permis vraiment de prendre du recul parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait être de l'amour de sa part aussi à elle, en fait, était de l'obsession et pas de l'amour. Puisqu'après, en fait, là, maintenant, elle s'intéresse à un autre. Mais c'est pas fini encore et du coup, je vous tiendrai au courant. Merci à elle d'ailleurs d'avoir accepté que je parle de son histoire aujourd'hui. Si peut-être elle est là, je ne sais pas. Voilà. Et alors, un petit détail en plus pour la petite histoire, c'est que à un moment, quelques séances avant, elle parlait de son obsession et donc je lui ai demandé de me raconter ce qui l'obsédait, ce qui la fascinait tant chez cet homme-là. Et elle m'a parlé de son style vestimentaire. Et vous allez voir comment c'est hallucinant. Et donc elle dit oui, moi de toute façon, j'aurais jamais un mec aussi stylé vestimentairement, voilà, ses vêtements, etc. Et tout de suite elle a dit mais attends, en fait c'est exactement comme quand j'étais petite et que il y avait par exemple mon frère et un copain de son frère, euh, étant donné que il s'était intéressé, c'est ce qu'elle avait cru, à elle quand elle était petite et qu'après il l'avait complètement laissé tomber. En fait, elle les regardait comme ça avec des yeux d'adoration. Et en fait, elle me dit, mais c'est exactement ce que je me disais de eux quand j'étais petite, parce que son frère avait 8 ans de plus qu'elle, je crois. Et elle se disait, mais jamais je pourrais être avec quelqu'un comme ça. Exactement comme ce qu'elle se dit avec lui, en fait. Vous voyez. Et elle se disait petite, ah là là, ils ont des beaux vêtements. Et du coup, bah voilà, vu que moi je suis une petite fille, j'ai pas des vêtements comme eux, etc. Et donc là, encore une fois, elle s'est rendue compte que euh, voilà, il y a des choses qui avaient besoin d'être verbalisées dans son cœur de petite fille pour pouvoir s'en libérer totalement à l'âge adulte. Vous voyez. Enfin, voilà, on a fait plein de découvertes comme ça. Il y a encore plein d'autres choses parce que, en fait, si vous voulez, la plupart du temps, une problématique au présent, derrière une problématique au présent se cachent plusieurs blessures émotionnelles non soignées du passé ou plusieurs parties de la blessure ou voilà, des blessures avec différentes personnes et qui vont se cristalliser au présent dans la relation à une seule personne. Ça arrive très très souvent. Ok. Bon, je pensais que j'allais être plus longue que ça. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis du coup, j'avais prévu de vous parler de manière un peu plus générale, si du coup vous êtes concerné par ces situations-là. Donc encore une fois, je ne pourrais pas vous donner la réponse spécifique de pourquoi vous êtes dans un certain style de relation, parce que c'est en lien spécifiquement avec votre histoire, et on trouvera la logique et la mécanique dans votre histoire. Mais du coup, voilà. Et du coup, là, ce qu'elle a senti dans ces dernières séances de thérapie, c'est qu'à chaque séance, en fait, c'était plus... Elle avait plus la même sensation vis-à-vis de cet homme. Ce qu'elle ressentait à la séance d'après, elle ressentait plus. Donc maintenant, elle est plus du tout obsédée par lui, etc. Et du coup, on va continuer. Je vous tiendrai au courant pour voir comment ça s'est terminé, cette histoire. Ok. Donc, si je vous parle un peu plus de manière générale. Alors, si vous êtes toujours déjà dans des schémas relationnels qui se... Comment on dit ça en français? Qui se ressemblent dans vos relations, si à chaque fois vous vous sentez voilà, rejeté, pas aimé, trahi, c'est qu'il y a une blessure de votre enfance qui a besoin d'être soignée pour que ça arrête de se reproduire. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, je vais vous donner un petit exemple de
comment une blessure d'enfance, pourquoi une blessure d'enfance non soignée se reproduit. Alors, par exemple, si par exemple vous avez beaucoup souffert dans votre enfance, que votre père, par exemple, il est parti de la maison une fois, et puis après, il revenait, il repartait, mais au gré de ses envies en fait. Donc vous, en tant que petite fille ou petit garçon, vous étiez totalement impuissant à le retenir. Et du coup, vous avez été un peu ballotté dans vos sentiments parce que, en fait, voilà, il n'y avait pas de constance et en fait, il venait, vous saviez pas quand, il repartait, vous saviez pas quand. Et du coup, il y a une insécurité affective qui s'est créée à l'intérieur de vous. Voilà. Et du coup, en grandissant, votre cerveau, en fait, pour ne plus resubir ce genre de situation-là, il va vous pousser, par exemple, à contrôler vos relations et à contrôler l'autre pour que tu restes avec moi, parce que vous en soyez, peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais parce que votre cerveau, il ne veut pas que vous reviviez cette espèce d'aller-retour qui a été insupportable enfant. Et du coup, votre cerveau, il dit, attends, on va contrôler l'autre et puis pour qu'il reste absolument. D'accord? Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, par exemple, vous allez lui imposer des règles pour vous sécuriser, etc. Sauf que bah, votre partenaire risque de faire quoi? D'étouffer et de transgresser les règles ou de partir. Et donc là, vous allez de nouveau perdre le contrôle. Et il est possible que votre partenaire s'en aille pour de bon. Parce que lui-même souffre d'être contrôlé, d'accord? Et du coup, il s'en va pour de bon. En tout cas, il s'en va. Et donc, on voit que voilà, les choses qui ne sont pas soignées dans votre enfance se reproduisent. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important, si ça vous intéresse de le faire, de regarder dans votre histoire, à chaque fois, comment ça s'est passé dans mon couple, dans mes couples, s'il y a eu de nombreux échecs, par exemple, eh bien, à chaque fois, comment ça s'est terminé. Ou alors, dans la relation, comment je me sentais régulièrement, pas respectée, trahie, etc. Et ça parle d'un truc qui n'a pas été soigné enfant. Parce que, bien sûr, si, dans notre exemple, la personne va soigner sa blessure d'enfance, donc qu'elle va écouter toutes les émotions, qu'elle va comprendre que ça n'est pas du tout à cause d'elle que son père faisait des allers-retours, etc. Le fait d'entendre, que l'adulte entende l'enfant à l'intérieur, et bien du coup ça va remplir d'amour cette espèce de vide affectif, ça va sécuriser ce qui n'a pas été sécurisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait en thérapie, c'est pas le sujet du jour. Et bien du coup, quand cette blessure d'enfance sera soignée, et bien du coup, la personne n'aura plus besoin de contrôler l'autre puisqu'elle sera remplie, sécurisée à l'intérieur d'elle. D'accord? Et donc, elle n'aura plus besoin d'étouffer l'autre, et donc l'autre restera, et donc la blessure d'enfance ne se reproduira plus. Ok? D'où l'importance d'aller soigner vos blessures d'enfance pour être heureux dans vos relations amoureuses. D'accord? Donc, si vous avez des schémas répétitifs, demandez-vous comment vous vous sentez à chaque fois. Abandonné, pas aimé, etc. Seul. Et donc, ça vous indiquera la blessure qui vous reste à soigner. Et tant que vous avez ces schémas répétitifs, il y a des blessures à soigner. Sachant que dans de nombreux cas, il y a des blessures enfouies, donc ne les oubliez pas. Par exemple, si à chaque fois vous vous sentez abandonné et que vous dites non mais attends Lucie, moi je n'ai pas été abandonnée dans mon enfance, bah, vous n'en avez pas conscience. Mais si c'est quelque chose qui se reproduit dans votre sensation, dans votre vie d'adulte, c'est forcément qu'il y a eu un abandon quelque part. D'accord? Alors un abandon, c'est pas forcément un parent qui part pour toujours à l'autre bout de la terre. C'est pas forcément ça un abandon. Ça peut être mes parents accouchent, enfin ma mère accouche de ma petite sœur, mes parents me laissent chez mes grands-parents et il m'arrive des trucs horribles chez mes grands-parents. L'enfant va vivre ça comme un abandon et c'est tout à fait logique parce que c'en est un. D'accord? Même si c'est pas l'intention des parents. Parce que les enfants, ils ont que leurs parents en fait, ils ont que des personnes bienveillantes en fait pour les défendre. Donc bah si tu me laisses tomber, bah c'est une forme d'abandon. D'accord? Même si c'est pas intentionnel encore une fois.
Alors, si vous êtes attiré par des personnes et vous savez que c'est pas des personnes avec qui a priori vous allez trouver le bonheur, posez-vous la question, par quel style de personne je suis attirée? Est-ce que c'est toujours par des personnes mariées? Est-ce que c'est par des personnes qui veulent pas être en couple? D'accord. Est-ce que c'est des coureurs de jupons? Est-ce que c'est des séducteurs? Est-ce que c'est ceux qui disent non mais moi en fait je suis là pour m'amuser donc laisse tomber? D'accord? Parce que ça peut être aussi par exemple, voilà, moi je suis attirée, je sais pas moi, par des personnes qui voilà, veulent jamais être en couple. Eh bien ça peut être par exemple parce que enfant, je n'ai pas été aimée. Donc là c'est nickel, je retombe avec un mec qui m'aime pas par exemple. Mais du coup, tant que ma blessure d'enfance n'est pas soignée, tant que la page n'est pas tournée profondément à l'intérieur de moi, eh bien, je vais espérer dans ma vie future que quelqu'un qui m'aime pas, comme mon père par exemple, si j'ai pas été aimée par mon père, je vais espérer qu'une personne qui ne m'aime pas m'aime, parce que dans mon cœur d'enfant, je continue d'espérer que les choses soient différentes. D'accord? Le travail de psychothérapie, ce serait par exemple d'aider la personne à lâcher l'espoir que les choses aient été différentes pour que une page puisse se clore et que la personne puisse de nouveau, de manière neutre, aller dans la vie. D'accord? Parce que sinon, les choses se reproduisent. Et donc, ça peut être par exemple aussi des personnes qui vont choisir des hommes qui ne sont pas disponibles ou des personnes qui, avec qui, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui est super loin. Ah bah voilà, quelqu'un qui ne choisit que des relations à distance. Bah, posons-nous des questions en fait. Comment ça se fait? D'accord? Ça peut être par exemple que, enfant, j'ai aimé très très fort un de mes parents qui m'a brisé le cœur. Et du coup, plus jamais à l'intérieur de moi, petite, je me suis dit par exemple, plus jamais je veux aimer. Sauf que la personne, dans sa tête d'adulte, elle n'est pas consciente de tous ces mécanismes-là. Donc elle comprend pas en fait pourquoi à chaque fois ces relations ça marche pas. Mais si elle va creuser dans son histoire et comprendre ce qui s'est passé, elle va comprendre que, au fait, ok, en fait quand j'étais petite j'ai fermé mon cœur, sauf que j'étais pas au courant. Et du coup c'est toute cette acceptation, tout ce soignage de blessures émotionnelles qui va permettre à la personne de d'accepter tout ce qu'il y a à accepter. Voilà, comme pour à chaque fois que je donne cette image là en fait comme une blessure, vous êtes blessé au bras, et bien tant que cette blessure est béante, vous allez avoir peur que quelqu'un vienne et la retouche en fait. Je crois que ça a bugué un peu. Vous allez avoir peur que quelqu'un la retouche, donc c'est pour ça que vous allez trouver des personnes qui vont pas vraiment être en relation avec vous, parce qu'elles sont trop loin, parce qu'elles sont pas disponibles, etc. J'espère que ça va pas trop bugger. Ok. En tout cas, il y a toujours une raison si vous n'êtes pas heureux en amour, il y a toujours une raison à trouver, et il y a des problèmes à résoudre, et vous pourrez être heureux un jour en amour si vous allez soigner les blessures d'enfance correspondantes. Ok. Vous voyez, enfin, je veux dire, des femmes qui sont en permanence attirées par des hommes qui ne veulent pas s'engager, là, il y a clairement il y a quelque chose. Oui, non, mais avec moi, il va changer. Alors, le avec moi, il va changer, ça, la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas accepté quelque chose de trop douloureux dans votre enfance. Du coup, vous espérez à l'âge adulte que les choses soient différentes. Et donc, vous n'acceptez pas la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire, elle n'a pas envie de s'engager, point, passe à autre chose en fait. D'accord? C'est plus fort que vous et vous, vous mentez à vous-même. Oui, mais peut-être que. D'accord? C'est parce que vous vous mentez à vous-même dans votre enfance. Ok?
Voilà, ça peut être aussi une dame. Elle se retrouvait toujours, elle était toujours attirée par des hommes mariés avec qui elle avait des liaisons. Et donc elle avait toujours la sensation d'être la troisième. Et en fait, on s'est rendu compte que dans son enfance, son père faisait toujours des différences entre elle et sa sœur. Et ils avaient une espèce de relation fusionnelle. Et donc elle avait toujours l'impression d'être la troisième. D'accord. Donc elle reproduisait ça. Elle en avait aucune conscience, hein, mais dans sa vie d'adulte. Et du coup, dans sa vie d'adulte, elle disait mais comment ça se fait que je peux pas être heureuse en amour? J'y ai pas droit, moi. Bah, bien sûr que si, tu as droit. Va soigner tes blessures d'enfance et, et tu y auras droit. Même si bien sûr tout le monde a le droit, mais les choses se passeront. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Voilà, donc c'est la même chose pour les sensations d'être pas respecté, rabaissé, etc. Ça veut dire que vous avez des blessures pas soignées dans votre enfance du même type. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Bah non, dis donc. Vous n'avez pas de questions. J'allais dire, bah dis donc, qu'est-ce que vous êtes sage? Mais en fait, poser des questions, c'est pas du tout l'inverse d'être sage. Ok. Bon, c'est tout. Vous voulez pas me raconter des trucs? En effet, Stéphane, chaque histoire est unique, les mécanismes s'imbriquent. Pourtant, ouais. Mm. Et souvent d'ailleurs, ce qui est absolument merveilleux quand on creuse, c'est que les gens sont attirés. Souvent, c'est les gens qui ont les mêmes blessures qui sont attirés. Et donc les blessures vont nickel, pour les meilleurs et pour le pire d'ailleurs. Et bah tant mieux si ça parle à vos cœurs. J'espère que ça vous a servi ce live d'aujourd'hui. Dis donc, il était court, hein, je crois que c'est le live le plus court que j'ai jamais fait. Parce qu'au début, j'avais fait des tonnes et je me suis dit, arrête, à chaque fois, t'as pas le temps, donc tu vas t'embrouiller, donc essaie de faire un truc. J'espère que c'était assez clair quand même, parce que je sais que moi, je suis extrêmement habituée. Ah, ça a bugué, voilà. Moi, je suis très habituée voilà, en thérapie, à faire le lien entre le présent et le passé, donc je sais pas, j'espère que ça a été clair pour vous aujourd'hui. Ok. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, sachant que en mai, je ne ferai pas de live. Par contre, en juin, je vous réserve une petite surprise. C'est que il y a normalement, hein, normalement, si rien ne change, une thérapeute du coup que j'ai formée qui viendra avec nous discuter. Et puis il y aura notre ami Julien qui était venu faire un live avec moi. Je crois que c'était le mois dernier, on avait bien rigolé et j'aime bien ce format-là. Donc voilà, on parlera de la méthode lucide. Du coup, je pense que la thérapeute nous parlera aussi, si elle le souhaite, de sa pratique pour que vous puissiez voir comment c'est en fait après qu'on ait suivi la formation de thérapeute que je propose. Vous pourrez lui poser des questions si vous voulez. Elle nous parlera un petit peu voilà, de sa pratique, de comment elle a fait, de ce qu'elle voudra. Si vous avez des questions, préparez-les à lui poser. Ok, voilà. Bon, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? 19h02, incroyable. Super. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Est-ce que je pourrais vous parler un peu avec mon cœur aujourd'hui? Attendez, je lui pose la question, est-ce qu'il a des trucs à me dire? Ah, n'hésitez pas, hein, j'en ai pas mal déjà, mais si vous avez des idées de psy live, j'en avais eu plein, mais si vous avez des idées de vidéos ou des questions à me poser, bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me les mettre dans le commentaire de ce psy live et puis j'y jetterai un œil. Bien sûr, à chaque fois, j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas facile de contenter tout le monde. Ok, bon, bah a priori, il n'y a plus de questions. On est d'accord? Attendez, j'appelle mon espion. Voilà, bon, je vous fais des bisous. Donc, du coup, on se retrouve en juin. Oui, ça va? Ça s'est bien passé?
Bah bien sûr, je suis encore en live. Parce qu'elle est étonnée que je suis encore en live et que je passe un coup de téléphone. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est bon, il n'y a plus de questions, hein, on est d'accord, personne n'a des questions. Bon, bah oui, c'est très calme. Bah écoutez, c'est très bien ou pas. Ok, donc c'est dimanche 4 juin le prochain live. Ok, bon bah bisous et merci, hein. Donc voilà, dimanche 4 juin, à mon avis, ça sera très sympa. Ce sera un peu, comment on appelle ça? Informel. Enfin, comme si aujourd'hui c'était formel, mais bon, bref. Allez, bisous.